Avant de vous laisser profiter de cet épisode, j'aimerais vous inviter à signer la lettre ouverte que j'ai écrite dans le cadre du projet Une mode meilleure. Dans cette lettre ouverte, j'interpelle le président de la République pour lui demander de débloquer des financements français et européens afin d'aider les marques de mode françaises responsables, car il est temps d'aller plus loin et de soutenir les bonnes pratiques face à la mode jetable. Vous pouvez retrouver le lien de cette lettre ouverte dans les notes de cet épisode ou directement sur le site internet du podcast nouveaumodelpodcast.com dans l'onglet Une mode meilleure. Et puis n'hésitez pas à partager cette lettre ouverte pour faire un maximum de bruit autour de cette initiative. Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire moi à mon petit niveau pour laisser un monde meilleur? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Hermine Sacco, la créatrice de la marque de bijoux 12 Paris. Hermine, c'est une personne franche, déterminée et passionnée. Passionnée par la joaillerie et par son métier. Vous n'imaginez pas tout ce qui se cache derrière une bague en or, le vrai or, celui de 18 carats. Vous l'entendrez, les problématiques de la joaillerie ressemblent beaucoup trop à celles du textile, entre pollution de l'environnement et exploitation humaine. Cet épisode est une vraie mine d'informations, sans mauvais jeu de mots. J'ai beaucoup appris sur l'univers de la joaillerie, qui est encore très opaque, et j'espère que cette discussion vous donnera les clés pour comprendre cette industrie. Merci à 12 Paris de soutenir financièrement Nouveau Modèle et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Hermine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir parler sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir. Alors on va commencer par une première question, je le fais rarement mais sur le nom de ta marque qui s'appelle 12 Paris, parce que c'est assez symbolique pour toi, il y a toute une histoire de date d'anniversaire, de ton arrière-grand-mère polonaise, peut-être que tu peux nous raconter un petit peu ce choix de nom de marque et voilà, comment tout ça s'est construit. Alors effectivement, moi je suis née le 12 décembre 92, donc c'est pas mal de 12. Et en fait, c'était la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère, qui était du coup polonaise et qui, pour la petite histoire, a dû fuir pendant la guerre. Et quand on fuit une guerre, on emporte avec soi des produits, des objets qui sont facilement transportables et qui potentiellement véhiculent un petit peu de valeur. Et donc en fait, elle a après ça passé sa vie à mettre toutes ses économies dans des bijoux, Génial. Des beaux bijoux. Ouais. Et voilà. Et ma mère, en fait, était son unique petite fille et du coup a hérité de cette collection d'une vie, entre guillemets. Et depuis toute petite, en fait, tous les dimanches, on sortait les bijoux, on les nettoyait, consciencieusement. Ouais, un petit rituel, quoi. Exactement. Okay. Et de facto, ça a créé une vraie habitude, un vrai lien avec ce genre d'objet. Et donc voilà. Et en fait, c'était une espèce de petit hommage à cette femme que je n'ai pas connue, mais qui a beaucoup influencé ma vie, et que de l'appeler 12. Ok, voilà. Génial. C'est une jolie histoire. Ouais, je trouve aussi. Et plus généralement, là, c'est une question que je pose plus régulièrement à mes invités. J'aimerais qu'on remonte un peu en arrière et que tu nous parles de ton enfance pour savoir un petit peu où est-ce que tu as grandi, quel genre d'éducation tu as reçu et de savoir en quoi ça a influencé la personne que tu es aujourd'hui, voire l'engagement que tu as aujourd'hui. Alors, pour l'enfance, je dirais que j'ai eu une enfance très heureuse. J'ai eu des parents très aimants. J'ai eu des parents qui m'ont inculqué la valeur du travail depuis toute petite.
Mais moi, j'étais pas une bonne élève, donc j'étais un peu en refus d'autorité, alors que j'aurais pu avoir beaucoup plus de permissions de sortie si j'avais mieux travaillé. Ma mère, qui pour le coup a influé le côté féministe de ma personnalité, m'a toujours appris qu'il fallait être indépendante financièrement, qu'il fallait entreprendre parfois dans la vie, et que en fait, surtout le but de tout ça, c'était quand même d'être heureuse. Et de trouver un sens dans ce qu'on faisait pour se lever le matin. Donc non, je pense que des belles valeurs, ouais. Des bonnes valeurs ont été véhiculées par ça, et en fait, du coup, la valeur travail, elle est revenue depuis. Ok, c'est une valeur assez importante. Ok. Et sur l'engagement, alors aussi, est-ce que tu as eu l'impression de grandir dans un milieu engagés, ou en tout cas qui t'ont transmis? Tu me parlais de féminisme par exemple, donc il y a quand même Alors le féminisme, évidemment, ça a été très tôt, très jeune, même avant tout le pinkwashing qui peut exister aujourd'hui. C'était des mots très récurrents de la part de ma mère vis-à-vis de ça. Et ensuite il y a eu aussi beaucoup d'interactions au niveau du respect de l'autre, mais de l'autre humain, de l'autre animal, en fait de tout le monde, quoi, du respect, de la bienveillance, de la gentillesse. Et de facto, quand on décide de créer quelque chose, il faut que ces valeurs puissent rentrer dans ce projet, quoi. Ouais, bien sûr. Ok, donc ça a commencé quand même très jeune. Moi, les petits animaux, ils me faisaient beaucoup de peine, donc j'ai arrêté de porter de la fourrure très très tôt, alors que c'était encore à la mode. Donc oui, il y a eu. Il y a des petits, c'est des petits engagements. Non, c'est des grands engagements, mais ce sont qui ont construit ton engagement avec ta marque. On va y revenir, mais qui étaient quand même présents des petites, quoi. Exactement. Ok. Et alors, à quel moment de ta vie, de ton parcours, tu as eu envie, le déclic de créer ta marque de bijoux? Alors, créer une marque de bijoux, c'est arrivé un petit peu tard. Au début, c'était vraiment créer tout court quelque chose, parce que moi je voulais, comme je l'ai dit, être indépendante et ma propre patronne. Tous mes stages se sont super mal passés, je détestais recevoir des ordres, et j'étais... C'est marrant, ça me parle énormément. Et j'étais très difficilement managériale, donc je me suis dit, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence, c'est pas les structures, c'est peut-être moi. Et donc si c'est moi, il faut que je me lance dans quelque chose. Et pendant mes études, dès la première année, avec ma meilleure amie, on commençait déjà à étudier des business plans, en se disant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut créer, etc., etc. Et en fait, parmi ces stages, il y en a eu un chez une créatrice de bijoux fantasy assez connue, et c'est là où en fait l'idée du bijou est vraiment réapparue. Parce que je m'ennuyais beaucoup. J'ai commencé à du coup étudier ce milieu un peu plus en profondeur, apprendre ce que c'était la différence entre la fantaisie et la joaillerie, regarder quel était le marché, quels étaient les prix appliqués. Et en fait, à commencer à faire mon choix, en fait. Et à décider de me dire, je crois que là, il y a pas une manne, mais il y a une niche qui a pas été prise. Et c'est c'est vers celle-ci qu'il faut aller. Ouais, c'est quelque chose, ok. Et c'était en quelle année alors? J'avais 23 ans. Okay. Donc c'était il y a 4-5 ans. 4-5 ans. Okay. 4-5 ans. Donc ça, c'était les prémices du projet. Ouais. Et après, il a fallu tout monter, tout créer, quoi. Donc la recherche des ateliers, la mise en place des plans de collection. On va détailler tout ça. Ça t'a pris combien de temps? Ça m'a pris 1 an, 1 an et demi. D'accord, ok. Donc en fait, la marque existe depuis 3 ans à peu près? Depuis 3 ans. Ok. Voilà. Génial. Et tu as fait aussi une formation en gémologie, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Pourquoi tu as eu le besoin, ou tu as ressenti le besoin de suivre cette formation? Est-ce qu'il y avait un côté je me sens pas légitime à créer ma marque si j'ai pas fait cette formation? En fait, c'était il y a un côté légitimité, c'est certain. Il y a eu aussi un côté savoir de quoi je parle, parce que moi j'ai un master en digital marketing, donc on débarque pas comme ça quelque part en disant hey, aujourd'hui je suis une créatrice de joaillerie. Donc légitimité aussi vis-à-vis du milieu, en fait, parce que c'est un milieu qui est très masculin, donc mes interlocuteurs sont souvent des hommes âgée, plus âgée que moi en tout cas. Et voilà, on est une jeune fille, on débarque avec des étoiles dans les yeux en disant je vais faire plein de beaux colliers. Et en fait, en face, faut quand même avoir un petit peu de répondant et savoir de quoi on parle. Et enfin, il y avait aussi le côté contrôle qualité. Quand on est une toute petite entreprise, c'est à moi de le faire. Et donc, quand je reçois des pierres, il faut que je sois capable de les expertiser et de savoir ce que c'est et si elles sont bien, fait, tout simplement. Ouais, effectivement, c'est plutôt pertinent. Et ça ressemble à quoi une formation en gémologie alors?
Alors, une formation en gémologie, c'est quelques semaines très intensives en blouse blanche avec une loupe devant l'œil. On respire plein de produits chimiques toute la journée, donc on a très mal à la tête le soir. C'est fun. Ouais, c'est hyper fun. On apprend des termes extraordinaires comme le réfractomètre, le spectromètre, le dichroscope. Enfin, mais c'est hyper passionnant. On voit passer énormément de pierres. On apprend à du coup déceler les vraies des fausses. On apprend l'existence de pierres qu'on n'imaginait même pas. Et c'est surtout qu'en fait, c'est devenu une super grande passion puisque moi, ça m'a réconciliée avec la physique, la chimie, les maths. Et c'était vraiment génial. Donc moi, j'ai mon premier niveau. Là, je souhaite passer le deuxième cette année. Ah, d'accord. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux, ouais, bien sûr. Il y a des niveaux. Il faut 4 niveaux pour être gémologue expert, en fait. Et à ce moment-là, pouvoir travailler dans le monde entier. Et à ça, vous devez rajouter une formation spécifique en droit, sur les perles et sur le diamant. Donc c'est quand même enfin pour devenir gémologue en tant que métier, c'est quand même un long processus. Ok. Voilà. Ah, hyper intéressant. Et alors, avant de détailler les engagements de ta marque, quelles sont les problématiques aujourd'hui liées à la joaillerie ? Alors, je sais que c'est une question très large, mais on peut peut-être commencer déjà avec quelque chose à laquelle je pense, c'est de dire, c'est quoi la différence entre la joaillerie et la fantaisie ? Meilleure question. Alors, la joaillerie, c'est un métier qui est ancestral. La joaillerie, c'est quelque chose qui existe depuis toujours dans toutes les sociétés. L'or et les pierres ont été utilisés, encore une fois, depuis toujours en Égypte, en Grèce, dans toutes les civilisations. Et du coup, la plupart du temps, en fait, quand on parle de joaillerie, on parle d'or. On peut parler de temps en temps d'argent, mais on parle surtout de l'or. D'accord. Et en fait, la fantaisie, c'est quelque chose qui est arrivé finalement beaucoup plus tard. Parce que c'est arrivé avec tout ce qui est haute couture et derrière juste couture, les défilés de mode, les années 80. Donc en fait, il fallait toujours présenter des beaux bijoux. Mais on n'a plus les moyens de mettre des parures entières de diamants, de rubis, etc. Donc il y a eu un gros essor de la fantaisie. Et en fait, qui était une manne pour le marché, pour les consommateurs, parce que ça coûte nettement moins cher. Donc forcément, c'est attractif. Exactement. Okay. Donc la fantaisie a pris un peu le pas, entre guillemets, sur la joaillerie, sans en respecter les codes, parce que c'est un moule et voilà, et c'est pas nécessairement des vraies pierres. Et de facto, ça a créé beaucoup de confusion, en fait, dans l'esprit du consommateur, qui désormais a beaucoup de mal à savoir ce qu'ils achètent. Exactement, parce que j'allais dire, comment on reconnaît la qualité d'un bijou ? Au poinçon. Okay. Au poinçon et sans même aller chercher une loupe, à sa longévité. Si vous achetez une bague qui est en toc, la bague, elle va vous faire le doigt bleu, elle va passer, le métal, il va devenir gris. Donc nécessairement, c'est que la matière n'est pas la bonne. Le matériau utilisé n'est pas le bon. Enfin, pas le bon, selon ce que vous souhaitez. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas de la joaillerie. Ouais. Et après, vous pouvez effectivement vérifier les poinçons et à ce moment-là, on vérifie la qualité du métal. Et donc, il faut une tête d'aigle pour certifier que c'est de l'or 18 carats. Ok. Voilà. Donc, l'or 18 carats, ça veut dire quoi ? En langage consommateur, consommatrice. Alors, quand vous voyez de l'or 18 carats, en règle générale, il y a une mention derrière où il y a marqué 750 millièmes. Donc, ça veut dire que dans l'alliage, il y a 75% d'or pur. Et à cet or, on rajoute en fait de l'argent, du cuivre pour solidifier le métal. L'or pur, c'est de l'or 24 carats. Donc, c'est une norme qui est beaucoup plus répandue au Moyen-Orient, par exemple, ou en Inde. Mais c'est de l'or qui est très jaune. Et en fait, l'or est un matériau qui est mou. Et donc, oui. En fait, en effectivement, on le fond. Exactement. Okay. Donc, en termes de longévité du bijou, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Donc, en fait, en Europe, notre norme, elle est à 18 carats, justement pour que ce soit, d'une part, moins jaune et d'autre part, beaucoup plus solide. Ok, hyper intéressant. Tu vois, voilà. J'apprends toujours plein de choses. Et quelles sont un peu les problématiques, pour revenir à ma question initiale, du monde de la joaillerie aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Parce que c'est un monde encore très très flou. Hein. Moi, je me rends compte en discutant. Mais même moi, j'ai des lacunes énormes sur ce monde du bijou. Quelles sont un peu les problématiques qu'on peut identifier rapidement Alors, la plus générale, en fait, c'est que, comme n'importe quelle production, produire, ça pollue. Si on veut pas polluer, on ne produit pas. Donc ça, c'est quand même un postulat de base. C'est sûr. Et ensuite, je pense que ça, nécessairement, c'est par rapport aux matériaux utilisés, en joaillerie notamment, qui entraîne une extraction à un moment donné, même si elle est ancienne. Il y a eu extraction à un moment. Donc l'or, les pierres, tout ça, ça vient de la terre.
Donc nécessairement, voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est traite humaine. Il y a eu toutes les dérives des diamants de sang, il y a eu les méthodes d'extraction pour les miniers. Est-ce que les valeurs humaines sont respectées? Est-ce que la protection des sols l'est également? Enfin, c'est bon, ça, on parlera. On va le détailler exactement sur l'or notamment. Ouais, exactement. Ouais. Mais donc oui, il y a beaucoup de problématiques sur ce sujet-là. Après, à chacun des acteurs d'essayer d'y remédier au mieux possible et d'essayer de faire un peu mieux, en fait, tout simplement dans une logique de se parfaire. Je pense que c'est fait pour ça, l'entrepreneuriat aussi. Ouais, je suis bien d'accord. Mais comme l'industrie textile, finalement, c'est vrai qu'on retrouve un peu les mêmes problématiques. Mais sur le vêtement, c'est rentré, ça commence à vraiment s'installer dans les consciences. Ouais. Je trouve que sur le bijou, ça l'est pas encore. Tu vas me dire si je me trompe, mais non, pas du tout. Ouais. Mais en fait, le bijou, comme il est catégorisé sur tous les sites internet d'aujourd'hui, c'est catégorisé en accessoire. Donc en fait, on s'intéresse nécessairement moins à l'accessoire, contrario par exemple aux produits qui sont faits en cuir, parce que comme il y a eu un énorme mouvement sur la protection des animaux, etc. Par exemple, les sacs et les chaussures, c'est quelque chose qui on s'est intéressé à ce sujet bien avant en fait que les bijoux. Et les bijoux, en plus de ça, la spécificité de la joaillerie, c'est que c'est un milieu qui est très secret. Et ce secret, il se transmet toujours, en fait. Il continue de se transmettre pour, en fait, faire rêver. C'est un côté marketing aussi, finalement, de faire rêver, de donner le moins d'informations possible. Bien sûr, ouais, sur les pierres précieuses, les diamants, ce genre de choses. Et toi, à quel moment tu as pris conscience de toutes ces problématiques liées à l'industrie de la joaillerie? Est-ce que c'est en étudiant la gémologie? Est-ce que c'est en créant ta marque? Les deux peut-être? Alors les deux évidemment. Je pense qu'on ne commence certainement pas une activité en sachant tout. C'est sûr. Voilà. Et malgré toutes les recherches qu'on peut faire, on apprend nettement plus sur le terrain et en parlant avec des professionnels. Donc au début, il y avait une velléité de vouloir faire quelque chose de bien, qui a un peu plus de sens, mais surtout plus de sens de manière humaine. Ça, je vais développer après. Mais c'est surtout que, voilà, donc ça vient au fur et à mesure. Et en créant sa marque, après, il y a d'autres problématiques, des questions que nous posent les clientes qui, en fait, nous font réfléchir. Et on se dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui? Et après, moi, je suis super heureuse de ce qui existe comme mouvement, notamment transmis par toi et par ton podcast. Mais je suis très contente que l'éveil des consommateurs se fasse, quoi. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. De toute façon, on s'éduque en faisant. Enfin, moi, tu vois, j'apprends toujours des choses en rencontrant des invités. Donc, c'est à force, on prend conscience finalement d'autres problèmes, de ce qui existe. Puis, il y a toujours l'innovation, j'imagine aussi. Il y a toujours de l'innovation et puis il y a des points de vue. Parce que je pense qu'en fait, on est dans une logique aujourd'hui où tout est blanc, tout est noir. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe réellement. Moi, j'avais écouté l'épisode avec M. Stone notamment, qui disait qu'il y avait qu'on pouvait lui reprocher l'Inde, mais en fait, l'Inde c'est pas nécessairement synonyme de mauvais ou de bas de gamme. Donc voilà, et c'est un peu pareil pour la joaillerie. Il y a pas mal de sujets où on nous dit mais pourquoi tu fais pas tel truc? Et je dis parce qu'en fait, en termes de production, selon moi, ce que je veux transmettre via mon entreprise, ça ne correspond pas nécessairement. Voilà. Okay. Donc je pense qu'il faut toujours apporter un peu des nuances sur tout ce qu'on pose. Et pareil, ça va venir après, mais sur tout ce qui est labels. Les labels, c'est aussi des choses où il faut potentiellement garder un petit sens critique. Oui, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, on va rentrer dans le vif du sujet sur tout ça, parce qu'on n'arrête pas de dire on va en parler. Mais on va en parler maintenant. Donc, pour parler un peu de l'engagement dans ta marque, toi, tu as fait le choix de l'or recyclé. Alors, c'est vrai que j'ai creusé un peu le sujet pour préparer aussi cette interview. Et je suis tombée sur quelques articles. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses, mais qui disaient que l'or recyclé, c'était un peu compliqué parce que l'or, finalement, ce sera toujours extrait, que c'est un peu, c'est la monnaie la plus sûre, en fait. Donc, il y aura toujours du commerce de l'or, que le traçage, en tout cas, de l'or recyclé est un peu compliqué, parce que ça vient d'anciens bijoux, de l'électronique. Enfin, voilà, je voulais avoir un peu ton avis sur ce choix de l'or recyclé. Qu'est-ce qu'on entend par or recyclé? Voilà, pour qu'on creuse un peu le sujet ensemble. Alors, l'or recyclé, comme son nom l'indique, c'est qu'il a été déjà utilisé et qu'on le réutilise. C'est un peu la beauté de ce matériau aussi, c'est de se dire qu'il est infini. Donc, il y a une énorme circularité quand on travaille l'or, c'est que c'est jamais perdu.
Tout se transforme. Donc ça, c'est déjà extraordinaire de travailler avec de l'or. Ensuite, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais la majorité de l'or en circulation est de l'or recyclé. Encore faut-il pouvoir le prouver. D'où un label qui s'appelle le label RJC, donc Responsible Jewelry Council, qui va attester justement les bonnes pratiques concernant les matériaux, les conditions de travail humaines, toute la chaîne d'approvisionnement en fait, et qui va permettre de certifier à nouveau que l'or est recyclé. Mais dans les faits, un atelier, dès qu'il y a des chutes, il va les garder. L'or, ça vaut aujourd'hui 54 000 € le kilo. Donc, on a tout à fait intérêt à garder la moindre chute. Voilà, on peut récupérer de l'or, effectivement, de l'électronique, de l'informatique, etc. Mais récupérons tout ce qu'on peut récupérer. Et effectivement, les ateliers, quand ils récupèrent un bijou et que la personne ne souhaite pas garder ce bijou, l'or est fondu. Et donc, en fait, moi, l'or qui constitue mes bijoux, ça se trouve, il a appartenu à des dizaines, de centaines de bijoux avant. Donc déjà, ça, c'est assez beau comme image. Et en fait, oui, la traçabilité, elle est impossible. Il faut juste savoir qu'à un moment donné, il y a eu une extraction. On ne sait pas de quand elle date, mais il y a eu une extraction. La question, c'est est-ce que cette extraction peut être optimisée pour réduire l'impact environnemental et humain de cette extraction. En partant sur de l'or recyclé, on achète une conscience, entre guillemets, en se disant ça a été fait il y a longtemps et moi, aujourd'hui, au jour J, je ne participe pas à ça tout de suite. C'est vrai. Voilà. Ouais. Et puis, c'est vrai que j'imagine qu'il y a aussi, ça dépend des valeurs que tu veux transmettre avec ta marque. Toi, il y a quand même beaucoup cette valeur de transmission avec le nom de ta marque qui est un hommage à ton arrière-grand-mère. Donc, c'est vrai que ça fait sens finalement d'utiliser de l'or recyclé, quoi. Voilà. Ouais. Et encore une fois, cette circularité, moi je propose aussi en fait dans le sur-mesure de faire beaucoup d'upcycling. Moi je récupère avec un immense plaisir les bijoux de famille qui dorment. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi quelque chose, c'est que si l'Europe entière remettait sur le marché l'or qui dort via les vieux bijoux de famille, mais en plus il y avait des pièces extraordinaires à l'époque. Il y avait des rouges à lèvres, des poudriers. J'ai même vu un sac en or. Ah ouais. En maille d'or. Non, mais parce qu'à l'époque, déjà, c'était nettement moins cher et parce que les femmes avaient moins peur de porter ce genre de produit. C'était certes réservé à une élite, mais ce que je veux dire, c'est que c'était beaucoup plus commun de posséder de l'or. Et en fait, si tous les Européens faisaient ça, on serait indépendants de toute extraction pour les 50 prochaines années. Donc c'est pour ça que moi, je passe ma vie à leur dire, mais fouillez vos placards, apportez-moi vos vieux bijoux. On peut en faire des choses magnifiques que vous porterez. Vous porterez aussi l'héritage familial lié aux pierres, par exemple. Ouais. Non, c'est vrai, tu as entièrement raison. Et je me demandais aussi, parce qu'on parle aussi beaucoup du label Fairmined pour l'or, donc il y a un label qui permet de certifier, en tout cas sur le papier, que l'extraction de l'or s'est faite dans de bonnes conditions, les meilleures conditions possibles, en tout cas pour les mineurs, pour l'environnement. Pourquoi ne pas avoir fait ce choix d'or labellisé, par exemple ? Alors, pour être tout à fait transparente, parce que ça coûte beaucoup plus cher. On parle de 20 à 30% plus cher que ce qui existe. Et en fait, ça entraîne à nouveau une extraction. C'est-à-dire que quand vous signez pour de l'or labellisé Fairmined, vous acceptez que l'extraction va arriver là prochainement ou est en train d'arriver. Est-ce que je m'achète une conscience en utilisant de l'or recyclé ? J'en sais rien, mais je me détache, entre guillemets, du présent. Alors qu'en fait, l'or Fairmined, c'est se dire, demain, si je fais une commande d'or, il va être extrait à ma demande. Et donc ça, c'est toute la différence entre les deux. Ouais. Et à nouveau, cette espèce de pression généralisée aujourd'hui du label, en fait. Et le label, parfois, il ne faut pas oublier que c'est aussi quelque chose qu'on paye en tant qu'entreprise. Bien sûr. Et qui coûte cher. Et qui coûte cher et qui, en plus de ça, peut être critiqué par la suite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des labels, mais est-ce que moi, en tant que marque, je vais avoir justement la possibilité d'aller vraiment checker ce qu'il y a derrière. Est-ce que par exemple, on parlera après des diamants Kimberly, je suppose. Ouais. Il y a eu pas mal pas d'associations, mais en tout cas d'acteurs de ce processus de Kimberly qui sont partis du processus parce qu'en fait, ils considéraient que c'était pas assez bien fait, que c'était pas assez bien tracé, etc., etc. Donc en fait, un label, c'est bien d'en avoir pour justifier certaines choses, mais ce n'est pas censé être une obligation.
Et en fait, aujourd'hui, je trouve un petit peu du côté consommateur que c'est rassurant, certes, donc on se dit qu'on va vers là, mais l'exiger à chaque fois, en fait, on peut aussi poser des questions sur quelles sont les démarches, même quasiment humaines, en fait, tout simplement d'une entreprise. Peut-être que parfois, on n'a pas de label, mais on fait du bien autrement. Ça, je suis entièrement d'accord. Il faut pas que le label définisse entièrement ce qu'est la marque. Exactement. Ça, je partage complètement ton avis. Je pense que le label, il est intéressant pour les gens non initiés. Oui. Voilà, parce que c'est vrai que en tant que consommatrice, consommateur, on a beaucoup d'informations. Je pense à l'industrie textile, par exemple, parce qu'il y a encore plus de labels que pour le bijou, donc c'est vraiment une jungle sans nom. Mais c'est vrai que ça permet simplement de se rassurer en tant que consommatrice ou consommateur. Ce que j'entends complètement, et c'est normal de vouloir suivre un petit peu ce qu'on achète, et c'est normal parce que ça fait partie de l'éveil des consciences aussi, donc c'est normal. Après, il faut aussi parfois se mettre à la place de la marque. Et encore une fois, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. Exactement, il y a des nuances partout. Et c'est pas parce qu'il y aura pas ce label qu'il y aura pas cette initiative en compensation. Bien sûr. Et je pense que de toute façon, tout peut cohabiter. Enfin, exactement. Je veux dire, il y a des marques qui vont faire du Fairmind et c'est très bien, des marques qui vont faire de l'or recyclé et c'est très bien, mais au moins elles se posent des questions et ça va vers le mieux. Voilà. Et tout le monde évolue dans le bon sens aussi. Parce que finalement, il y a la joierie, mais c'est associé aussi au packaging, par exemple. Est-ce que les packaging sont faits avec des matériaux éco-responsables? Est-ce que, il y a beaucoup d'autres initiatives de marques qui peuvent être indépendantes du label. Ouais, bien sûr, je suis entièrement d'accord. Et donc on va parler des diamants, du Kimberley Process pour labelliser les diamants. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler, nous rappeler un petit peu ce que c'est ce processus? De quoi on parle quand on dit diamant labellisé Kimberley Process. Et puis on va parler aussi des limites, on en a un petit peu parlé, mais Alors le process de Kimberley, en fait, c'est une réponse politique apportée au problème des diamants de sang. C'est un régime international de certification des diamants et en fait, ça permet de prévenir l'entrée des diamants de conflit sur le marché international. Mais c'est un modèle de réglementation dans lequel interviennent les gouvernements, l'industrie, la société civile, de manière, c'est par le volontariat. Et en fait, aujourd'hui, énormément de pays sont concernés par ce processus de Kimberley, ce qui est pour le mieux. Mais pareil, c'est quelque chose qui a été limité. Ouais. En fait. Mais j'aimerais bien qu'on parle justement de ces limites un petit peu du processus de Kimberley, notamment il me semble sur la traçabilité. Peut-être que tu peux tu t'y connais plus que moi sur ce sujet, donc. Alors la traçabilité d'une pierre, c'est impossible. Voilà, on va mettre les mots. C'est impossible de tracer une pierre. C'est impossible de savoir quand est-ce qu'elle a été extraite et dans quelles conditions. Vous avez beau même graver une pierre, mais en fait, un diamant, ça se polit. Donc en fait, même si vous mettez une gravure dans le diamant, de toute façon, un coup de polish et c'est terminé. Voilà. Donc en fait, tracer une pierre, c'est pas possible. Après, on peut décider, encore une fois, d'acheter auprès de personnes ou d'institutions qui respectent le processus de Kimberley, du moins pour les diamants, parce que ça concerne les diamants, et de se dire, j'achète dans de bonnes conditions. Après, on peut aussi faire l'effort d'aller voir un lapidaire qui offre une visibilité parfaite de où viennent telle typologie de pierres. Ouais. Donc voilà. Mais déjà, qu'on dise les choses, les pierres et l'or, on n'en trouve pas en France. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc ça vient nécessairement d'ailleurs. Ouais. Et après, c'est à savoir quel est le régime international, quels sont les accords, quels sont les pays où il faut éviter, surtout. Et voilà, c'est avoir conscience un petit peu de ça. Donc ça mêle histoire et politique quasiment. Ouais. Mais c'est vrai qu'il me semble que sur le processus de Kimberley notamment, parce que c'est vrai que même avec ce processus-là, c'est très difficile de tracer une pierre, tu le disais, c'est impossible même sur le diamant. Mais il me semble qu'il y avait quand même pas mal de limites, notamment parce qu'on dit c'est pour éviter que ces diamants soient extraits dans des pays en conflit, en guerre, où on l'a dit, il y a le travail des enfants, c'est un peu une catastrophe. Mais il me semble que c'est compliqué parce que c'est des diamants qui peuvent être revendus de façon détournée. Du coup, on perd à un moment la traçabilité et en fait on n'est pas capable de remonter à l'extraction et d'assurer qu'en fait le diamant ne vient pas d'un pays en conflit. Exactement pareil. Par exemple, il y avait eu l'Angola qui ne fait pas partie en fait des pays qui respectent ce processus de Kimberley. Il suffit que l'Angola réussisse d'une manière ou d'une autre à vendre ça en Suisse, par exemple. La Suisse faisant partie du processus de Kimberley et qui décide de le vendre à la France, comment peut-on savoir finalement que ce ne sont pas des diamants de conflit? Ouais.
Donc ça, c'est une vraie problématique. Après, c'est encore une fois, c'est essayer de travailler avec des personnes en qui on a confiance, des personnes installées, potentiellement qui ont de l'expérience, etc., etc. Et du coup, ça peut être l'occasion de parler un peu des personnes avec lesquelles toi tu travailles. Comment tu les as sélectionnées alors ? Alors, c'est très très dur dans le milieu de la joaillerie de trouver des ateliers. Pour la simple et bonne raison que pour réaliser un bijou, il faut, ça peut aller jusqu'à 8 corps de métier. Autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est impossible pour une entreprise d'employer 8 personnes dès le départ. Enfin, c'est très très compliqué. En tout cas, vous avez beaucoup de chance si vous y arrivez. Donc en fait, aujourd'hui, même les grandes maisons de joaillerie sous-traitent à des ateliers. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est une amie de ma mère qui, en fait, était créatrice de joaillerie qui m'a introduite auprès d'un premier atelier français, qui lui-même, sur des choses qu'il n'était pas capable de faire, m'en a présenté un second. Et j'en ai rencontré un troisième qui est à Paris il y a 1 an et demi et c'est celui avec qui je travaille le plus aujourd'hui. Ok. Ouais, donc tout est fait à Paris dans tes bijoux, alors, pratiquement. Il y a 2 entreprises qui sont françaises. Il y en a une qui est à Paris. Les bureaux sont à Paris, mais c'est des sociétés qui sont françaises. Donc c'est-à-dire que c'est pas nécessairement à Paris même. Les ateliers peuvent être en France. Donc voilà. Et après, moi, c'est essentiellement 7 ateliers parisiens avec lesquels je travaille, notamment pour toute la partie sur mesure. En fait, j'aime le fait de pouvoir être au-dessus de l'épaule de l'artisan et de l'embêter pour finalement avoir le design précis que j'avais en tête. Ouais. Je trouve ça très important d'un point de vue créatif. Oui, c'est vrai que le local a cet avantage-là, c'est qu'il y a une traçabilité, justement, pour revenir à la traçabilité, c'est-à-dire tu peux quand même contrôler le travail de l'artisan directement. Il y a ça, et il y a aussi un aspect humain, encore une fois, quitte à vouloir être indépendante et à ne travailler avec personne. Il y a eu, enfin avec personne au-dessus, j'entends. Ouais. Ça m'a permis aussi d'avoir la possibilité de choisir quels étaient mes interlocuteurs et de facto de m'entourer de gens de confiance, de gens bons dans ce qu'ils font et de gens avec qui je peux créer des vraies relations humaines. Moi aujourd'hui, ça m'arrive très très régulièrement de déjeuner avec mes ateliers, de les appeler parfois le week-end. Voilà, c'est une autre relation. Ouais, mais c'est celle que je cherchais en fait dans le travail. D'avoir plus d'humain. Exactement, de réinstaurer un peu l'humain. Et je pense que c'était cette problématique avec l'entreprise avec un grand E avant, c'est que l'humain parfois s'efface en fait quand on arrive à un certain volume. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et pour revenir aussi un peu sur les diamants, on parle aussi des diamants de laboratoire ou du diamant recyclé. Est-ce que ce sont des pistes que tu as envisagées ? Alors, je sais que le diamant de laboratoire est assez cher, il me semble, mais... Alors non, justement, le diamant de laboratoire, il est moins cher que le vrai diamant. Parce qu'en fait, il est créé par une machine. Et le diamant recyclé, quand on parle de diamant recyclé, ça veut dire que justement, ça va être sur une logique d'upcycling. Donc, on va aller chercher des vieux bijoux, récupérer les pierres et les remonter derrière. Du diamant recyclé, moi, j'en fais nécessairement parce que j'ai une partie upcycling et transformation du bijou. Et les diamants de laboratoire, le problème, c'est que j'ai fait de la gémologie. Et en fait, j'ai vraiment tellement aimé ça qu'il y a quasiment un côté romanesque par rapport aux pierres. J'aime les pierres, je trouve ça extraordinaire que ça puisse venir de la terre. Encore une fois, dans les bonnes conditions, etc. Mais c'est vraiment magnifique. On n'a pas idée de ce sur quoi on marche, en fait. Et donc, c'est aussi ça, la poésie de la joaillerie. Et j'admets, j'y ai pensé plusieurs fois à faire du diamant de laboratoire. Mais en fait, déjà, il y a aussi cet impact. Quand on crée un labo pour justement compresser du carbone et obtenir un diamant, quel est le coût de cette machine ? Quel est l'amortissement de cette machine ? Quelle est la pollution entraînée par cet atelier ? En fait, ça, c'est un petit peu compliqué. Et en plus de ça, le diamant de laboratoire a complètement déséquilibré la valeur du marché du diamant. Parce que c'est quand même quelque chose qui est très, très, très réglementé. Une fois par semaine, il y a le rapport Rapaport qui sort, qui provient d'Anvers, sur le cours du diamant. Et en fait, la problématique du diamant de laboratoire, c'est qu'on ne peut pas le différencier d'un vrai diamant. En fait, c'est impossible. Et par exemple, quand vous allez traiter avec certains fournisseurs, très souvent, ce qui se passe, c'est que je parle de fournisseurs plutôt à l'étranger, notamment en Chine, par exemple. Quand vous allez commander un lot de diamants, vous allez avoir du vrai diamant, mais dans le lot, il va aussi y avoir 10 à 20% de diamants de laboratoire, tout en payant le prix du diamant. D'accord. Naturel. Okay. Et comment c'est possible, ça ? Parce que c'est clairement l'arnaque, non ? Oui. Oui, il y en a partout des arnaques, de toute façon. Mais voilà, c'est pour ça que le diamant de synthèse,
Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Et après, peut-être que ça sera amené à être changé. J'en sais rien. Je sais pas quelles sont les décisions que je prendrai demain par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je suis encore sur ma lune de miel avec la gémologie. Et j'avoue que j'aime bien travailler avec des vraies pierres. Parce que c'est vrai que l'un des avantages du diamant de laboratoire, c'est plus sur la traçabilité, en fait. Exactement. C'est de se dire, voilà, on n'a plus ce problème de savoir d'où vient la pierre, dans quelles conditions, ce genre de choses, quoi. Exactement. Après, la traçabilité d'une pierre, encore une fois, on ne sait pas. Ouais. Non, effectivement, parce qu'il n'y a pas en tout cas de label ou d'étiquette, j'en sais rien, pour certifier vraiment que c'est un diamant de laboratoire, quand même. Normalement, on est obligé. Ok. Mais après, c'est pas dit que tout le monde le fasse. Encore une fois, quand on achète un gros lot et qu'on achète, 10 000 diamants, s'il y a 10%, vous pourrez jamais le savoir. Donc, après, il faut faire confiance. Et ça veut dire qu'il faut travailler avec des gens qu'on connaît. Ou qui ont été connus pour leur sérieux et leur rigueur, je pense. Ouais, bien sûr. Ok, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant et flippant aussi de voir à quel point le monde du bijou peut être complexe. Et très complexe et surtout, ça c'est à titre personnel, mais par exemple, j'ai décidé, j'ai refait mon site internet cette année et j'ai décidé de retirer progressivement le terme éthique. Pourquoi j'ai décidé de retirer ça ? C'est parce qu'en fait, c'est la résultante d'une petite réflexion personnelle sur tout ça. La joaillerie, c'est pas éthique. Ça peut pas l'être. Déjà, on produit à nouveau. Ensuite, on produit avec des matériaux qui proviennent de la terre. Et en fait, ça veut dire quoi éthique aujourd'hui ? Moi, je pense que si je parle d'éthique, aujourd'hui, je parlerai d'éthique relationnelle, d'éthique humaine et aussi, surtout, d'éthique créative. Donc, en fait, relationnelle parce que j'aime travailler avec des gens que j'apprécie. Par rapport à mes clientes, j'ai fait le choix de proposer des prix qui soient raisonnables par rapport à ce que je vends, de pas m'enflammer et de dire tout ça, ça vaut 20 000 euros. Non, c'est pas vrai, ça ne vaut pas 20 000 euros. Donc, il y a aussi cette éthique, de dire je me fiche pas de vous. Donc ça, c'est déjà bien. Et une éthique créative, et ça, je pense que c'est un peu le plus important, c'est que aujourd'hui, on a une grosse problématique avec notamment 2 pays qui sont l'Inde et la Chine. Les problématiques, ça va être des problématiques de volume. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ce sont des machines de guerre. Pour un atelier qui va créer, on peut parler d'usine à ce stade, qui vont créer de la joaillerie, en fait, ils ont des développeurs qui vont créer 200 000 références à l'année. Donc vous, si demain vous voulez commencer un business et vous lancer dans la joaillerie, vous prenez un petit billet d'avion, vous allez à Jaipur, on vous donne un catalogue et après vous constituez ce que vous voulez comme plan de collection à partir de ce qui est proposé. Et ça, on le retrouve également dans la fantaisie. Enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de te balader d'un magasin à l'autre ou d'une marque à l'autre, en fait, de retrouver exactement les mêmes designs. Mais en fait, c'est parce que ça provient de exactement les mêmes fournisseurs. Et en fait, aujourd'hui, ça ne concerne absolument pas toutes les marques, j'entends, mais il y a un manque d'éthique créative. En fait, ça va être de la copie ou des choses qui ont déjà été créées et qui derrière, les marques vont brander sur leur packaging, créer un historique de marque avec une jolie histoire bien alléchante. Et en fait, derrière, il n'y a pas eu toute cette recherche, tout ce prototypage, tout ce développement, en fait. Le développement d'un moule qui soit personnel, qui émane, encore une fois, de certaines heures de travail, quoi. Ouais, c'est dingue. Donc voilà, et j'ai remplacé ce terme d'éthique par raisonner et responsable. Raisonner parce que je pense qu'il faut raisonner tout le temps dans un but d'amélioration de soi. Donc voilà, c'est aussi le fait de passer, changer le wording de mon site, mais aussi comment mieux faire. Et responsable parce que on prend des engagements auprès des femmes notamment via le prix, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai décidé que les femmes, elles devaient pouvoir s'offrir leurs bijoux toutes seules. Et qu'elles aient pas à attendre quelqu'un, la plupart du temps un homme, et qu'elles puissent craquer en fin de mois sans que ça plombe le budget, quoi. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Moi, forcément, ça me parle, ce genre de valeurs, évidemment. Et j'aime bien aussi le terme. Alors moi, j'adore le terme responsable, évidemment, parce que je l'utilise aussi dans mon podcast et je trouve que tu as entièrement raison de le préciser. Il a en fait cette...
voilà, je sais pas trop comment le dire, mais en tout cas, c'est un mot qui peut englober plusieurs choses et qui va au-delà juste de dire éthique, parce que éthique, effectivement, c'est compliqué à partir du moment où on produit. Donc, j'aime beaucoup ce mot responsabilité. Et raisonner aussi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que finalement, il y a aussi la logique de moins produire derrière dans le mot raisonner. Moi, j'arrête pas d'utiliser une expression qui s'appelle la slow jewelry, mais qui va avec la slow fashion, en fait, parce que parce que la fast fashion, ça existe aussi en bijoux, ça s'appelle la fast jewelry et c'est notamment ces industries, cette fantaisie avec la Chine, l'Inde, toutes ces espèces de produits similaires à la chaîne et en fait ça existe et ça pollue. En fait, ça pollue parce que c'est pas durable. Et en fait, à partir du moment où un bijou tourne, vous ne pouvez plus rien en faire derrière. Alors qu'en fait, si c'est de l'or ou de l'argent ou du vermeil, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à retirer de ça. C'est-à-dire que ça se transforme, ça se fond et on le réutilise. Le reste, malheureusement, il y a rien à faire. Ouais, c'est du gâchis, quoi. C'est du gâchis. Alors, c'est très alléchant, une bague à 20 €, hein, ça, je l'enlève pas. Mais déjà, il faut faire attention à en quoi elle est composée. Donc, en plus de ça, il y a toutes ces expressions. Donc, il y a recouvert d'or fin. Ça, c'est ce qui est de pire. Dès qu'on voit recouvert d'or, n'y allez pas. Parce que ça veut dire qu'il y a moins de 3 bains d'or sur l'épaisseur d'or sur la bague. Donc, c'est en dessous de 3 microns. Vous êtes sûr d'avoir le doigt bleu. Ça, c'est évident. Ensuite, il y a à partir de 3 microns, donc 3 bains d'or. Là, ça commence à s'appeler du plaqué. Donc, c'est censé, à ce moment-là, durer un peu plus longtemps et un peu mieux. Ensuite, il y a le vermeil. Donc, ça veut dire que le métal de base, c'est de l'argent et on fait un plaquage or par-dessus. Donc là, on commence à avoir un bijou qui est de meilleure qualité. Et après, on a les appellations or. Et dans les appellations or, il y a l'appellation 18 carats dont on a parlé. Et désormais, il y a également l'apparition de l'or 9 carats. Et en fait, l'or 9 carats, c'est du 375 millième. Et ça veut dire qu'en fait, il n'y a que 37,5% d'or pur dans l'alliage. Donc, il y a une majorité de cuivre. Okay. Et ça, pareil. Et ça s'appelle de l'or, c'est dingue. Et ça s'appelle de l'or. Et ça, il y a beaucoup de bijoutiers, notamment les bijoutiers de grande surface, etc., qui ont surfé sur cette appellation. Mais il faut savoir que l'or 9 carats, pour le coup, ça va pas tenir toute une vie. Hein. Voilà. Ça, ils sont obligés de le préciser ? Oui. Or 9 carats, ok. Ils mettent pas 9 carats, ils mettent or et derrière ils mettent 375 millièmes. Parce qu'en fait, ça parle pas. Bah oui, du tout. Enfin, évidemment que ça parle pas. Oui, mais c'est fait exprès. Ouais. Évidemment que c'est fait exprès. On est dans une logique, on est dans un monde de consommation. On est dans une logique où les marques poussent à la consommation parce que c'est un système qui est capitaliste. Je vais pas commencer à partir sur un débat politique, mais en fait, moi, ce que j'ai décidé avec 12, c'est que je ne voulais pas rentrer là-dedans. Donc, c'est-à-dire que je veux être transparente. Je veux expliquer les choix. Je veux expliquer les choix pour les prix aussi. Parfois, il y a certains produits qui augmentent parce qu'ils sont assez lourds en or. Et si quelqu'un vient me voir en me disant « Mais pourquoi ça a augmenté ? Je comprends pas. » Et ben en fait, j'envoie des graphiques sur l'évolution du cours de l'or, par exemple, qui s'est envolé depuis quelques années. Je veux être transparente. J'ai plus envie que ce milieu soit un milieu secret où on ait peur de pousser la porte. Un peu comme quand on arrive place Vendôme, on rentre pas, ça c'est très beau, mais on rentre pas parce qu'on se dit qu'on n'a rien à faire là. Moi, le but, c'est de dédramatiser et de démocratiser la joaillerie. Je pense que les gens ont le droit de s'acheter des choses de bonne qualité, des produits durables, mais en conservant quand même une logique humaine, quoi. Ah non, mais c'est hyper intéressant, c'est passionnant. Enfin, c'est vrai qu'on se doute pas de tout ce qu'il y a derrière toutes ces appellations. Ouais, c'est incroyable. Bah, j'espère que les gens qui nous écoutent vont du coup prendre conscience de tout ça maintenant et qui verront le monde du bijou autrement, ou en tout cas qui se poseront des questions avant d'acheter, quoi. Voilà, sur la qualité du produit, et puis c'est beau de transmettre parce qu'en plus de ça, un bijou, c'est quand même c'est un objet qui est hautement sentimental. Je connais peu de bijoux qui ne le soient pas. À part encore une fois ce bracelet acheté sur la plage, bon, c'est pas très grave s'il tombe un jour, quoi. Mais le bijou, ça a une signification qui est particulière et il faut en prendre soin, en fait, de ce produit parce qu'il véhicule beaucoup et quitte à ce qu'il véhicule, autant qu'il continue à véhiculer dans le temps. En choisissant de l'or, on est sûr que ce sera transformé. En fait, à l'époque, il faut savoir aussi quelque chose, c'est que les femmes, enfin les familles, les bagues de fiançailles, elles étaient montées à partir des pierres de famille. Alors, à savoir, autre anecdote par-dessus, à l'époque, ce n'étaient pas des diamants. Les bagues de fiançailles, c'était majoritairement des rubis et des saphirs. Okay. Voilà, c'est apparu avec Élisabeth Ier qui, elle, a demandé un solitaire en diamant.
Et donc voilà. Donc en fait, les pierres, ça a toujours été des pierres de famille, et c'était des pierres qu'on dessertissait et qu'on ressertissait tout le temps, en fait, parce qu'on n'avait pas les moyens nécessairement d'acheter des nouveaux bijoux, justement. Et donc en fait, on faisait ça, mais on transforme les bijoux depuis toujours. Donc c'est important de penser à ça aussi. Oui, c'est vrai, à la transmission. Toi, ce que tu fais, de toute façon, tu fais de l'upcycling beaucoup, oui. On le disait. Hein. Ouais. Bah, beaucoup. Et en plus de ça, ça permet encore une fois sur le rapport humain d'être encore plus proche des gens avec qui j'échange, parce que forcément, on va parler de leur famille, de leurs envies, voilà, ma grand-mère, elle avait ses perles, je vais bientôt me marier, j'aimerais qu'elle soit un peu avec moi ce jour-là. Enfin, c'est des très très belles histoires, hein, finalement. Ouais. Donc ça rend, je sais pas, je trouve que la joaillerie, à contrario du textile, entre guillemets, je n'ai pas de critique à faire sur le textile, j'adore la mode, j'adore les vêtements, donc c'est pas une question, mais je trouve que la joaillerie, ça a un petit plus sur la valeur. Ouais, non, mais je partage. C'est vrai que le bijou transmet beaucoup. Et d'ailleurs, on parle que de l'or depuis le début. Quelle est la différence avec l'argent, par exemple, ou l'argent, c'est un métal qui est bien plus commun. Okay. C'est un métal qui est plus commun, qui a été largement plus travaillé. Moi, je travaillais de l'or parce qu'en fait, l'or permet d'avoir plusieurs couleurs aussi. Oui, c'est ça qu'il y a l'or blanc, l'or jaune, l'or rose. Exactement. Ouais. Et l'argent, ça coûte pas très cher. Et donc, c'est souvent rattaché à la fantaisie. D'accord. Okay. Voilà. Mais en fait, le choix, il est sur la durabilité du matériau. Je sais que l'or, ça ne s'altérera jamais. Alors que l'argent, ça ternit quand même. Ça demande beaucoup plus d'entretien. D'accord. Ok. Voilà. Intéressant. Et puis je me demandais aussi, pour revenir un petit peu à toi pour terminer cette interview, comment est née ta conscience écologique et comment elle se développe aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup ça dans ta marque, ces questions de durabilité, on l'a dit, de responsabilité, de raisonner. Donc il y a quand même cette sensibilité à l'environnement, à la planète. Donc comment ça se développe, comment c'est né tout ça chez toi? Je pense avec les animaux. Ouais. J'aime trop les animaux. Je suis vraiment fan des animaux et je pense que ça a commencé quand on a commencé à avoir beaucoup d'images de poissons échoués sur les bords de mer, sur la disparition de la faune et la flore aquatique, sur toutes ces choses-là. En fait, donc c'est parti des animaux et c'est arrivé progressivement sur la planète dans son ensemble, parce que si ces animaux meurent, c'est qu'il y a un problème vis-à-vis de l'exploitation humaine. Donc ça a été un petit peu la prise de conscience de départ et après ça a été à force de rechercher les bonnes sources d'informations, ne pas écouter nécessairement que ce qui est dit sur les chaînes de la TNT quoi, et regarder un peu sur internet qu'est-ce qui se passe à l'international et en fait quelles sont les problématiques, mais même après ça débouche aussi sur l'alimentation, ça débouche sur plein de sujets. Le but c'est de faire ce qu'on peut à notre échelle et en respectant nos convictions. Voilà. Je pense que ça a été ça, l'éveil de cette conscience écologique. Et en fait, je pense même que ma marque a appuyé ma conscience écologique personnelle. Ouais. C'est-à-dire que en commençant ma marque, moi, je m'habillais évidemment chez Zara et compagnie. Et maintenant, je n'y mets plus un pied depuis au moins 3 ans et je suis super fière. Ouais. Je suis super contente. Tu peux l'être. Non, bien sûr, mais ça a été un chemin quand même. Enfin, faut pas facile, croire. hein. Voilà. Faut pas croire que du jour au lendemain, on devient green et on n'a plus un seul papier emballage en plastique chez soi et qu'en fait tout est acheté en friperie. Ça vient pas comme ça. Enfin, c'est quand même une réflexion et c'est surtout c'est annuler tout ce qu'on nous a enseigné en fait depuis qu'on est petit sur la consommation. C'est une déconstruction énorme. C'est une énorme déconstruction parce qu'en plus, surtout en tant que femme, on nous a expliqué qu'il fallait être belle, qu'il fallait être apprêtée, qu'il fallait être à la mode et en fait du coup qu'il fallait consommer quoi. Et ça a été accéléré justement par la fast fashion, ça a été accéléré par tous ces trucs et en fait j'ai déménagé un jour et j'ai vu tout ce que j'avais et je me suis dit bon, cette ère est terminée. Je peux plus en fait, je peux plus avoir toutes ces choses que je mets pas, qui n'ont pas de sens. Je les ai portées 2 fois, donc ça suffit et ça a commencé un peu comme ça. Et aujourd'hui, j'aimais bien, il y avait une phrase de Anne Dressing Idéal qui disait c'est pas parce que je peux que je vais. En disant je peux me l'offrir, mais on peut pas acheter tout ce qu'on veut acheter. Ça n'a pas de sens. Ouais, ça n'a plus de sens face à l'urgence climatique, face à l'urgence sociale, sociale, bien sûr. Et en règle générale, moi, ce que je préfère dire aux clients, c'est acheter moins, acheter mieux. Et c'est pour ça, plutôt que de dépenser, encore une fois, 20 € 3 fois
dans une bague qui va tourner. Allez, on serre les fesses 1 mois de plus et on peut s'offrir quelque chose en or. Et ça dure toute la vie. Donc c'est quand même... Je suis bien d'accord, voilà. Mais c'est important de rappeler ces messages et de les transmettre. Et de se dire que de toute façon, encore une fois, on n'est pas parfait. Donc c'est enlever cette perfection à titre personnel, mais aussi vis-à-vis des entreprises dont on parle. Moi, j'évite d'être trop dure par rapport à quelqu'un qui produit certaines choses hors UE. Par exemple, il y a des usines en Tunisie ou au Maroc qui sont faites dans de très bonnes conditions, qui sont très bien, qui sont très respectueuses de tout. Et on va pas les critiquer parce qu'en fait, c'est en dehors de l'Union européenne. Faut aussi voir ce qui est possible. Parce qu'en plus de ça, il y a une problématique aujourd'hui, c'est que on a été déshabitué au vrai prix des choses justement par tout l'univers fast. Et la résultante, c'est de dire « Ah, mais c'est vachement cher !» Non, c'est pas vachement cher. C'est le prix des choses. C'est le prix normal. Ouais. C'est le prix des choses et on l'a oublié. À l'époque, on le voit dans les films, notamment avec des beaux costumes d'époque, les femmes, elles retapissent leurs robes. Elles les recousent régulièrement. En fait, une robe, on en avait 5 et c'était le bout du monde, quoi. Et 5, c'était beaucoup de robes déjà. Aujourd'hui, j'aimerais bien voir quelqu'un qui n'a que 5 robes dans son dressing. On appelle ça minimaliste, quoi. Ouais, exactement. Et c'est en marge. Alors qu'en fait, voilà, c'est aussi, en fait, ça apprend aussi à prendre soin des choses qu'on possède. Ouais, complètement. Et ça me fait penser aussi à autre chose. On dit on n'est pas parfait et ça c'est évident et je pense que ça c'est hyper important de le rappeler même sur les entreprises notamment parce que cette démarche-là elle est très individuelle mais finalement il faut aussi penser qu'une entreprise non plus n'est pas parfaite. Et toi qu'est-ce que tu envisagerais d'améliorer dans les prochaines années si tu devais... On parlait du packaging par exemple tout à l'heure aussi. Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu travailes? Comment ça se passe? Alors justement c'est un sujet qui est en cours de développement. J'étais même en rendez-vous ce matin pour ça. Donc j'aimerais que les packaging puissent eux aussi devenir éco-responsables, à voir ce qui est faisable évidemment avec les fournisseurs pour qu'ils m'expliquent eux aussi leur métier, parce que quand on ne connaît pas un métier, on ne juge pas avant, je pense. Donc ça, c'est une des premières parties. Et je pense qu'à terme, il va y avoir également des partenariats avec des causes qui me tiennent à cœur. Sur l'exemple de Cézanne, je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont pu faire humainement en tout cas. Mais ce genre d'initiative, ça arrive quand on a les moyens de le faire. Et c'est important de rappeler ça aussi, c'est de dire à une marque, vous reversez rien. Bah, peut-être que je reverse rien parce que je reverse déjà à mes employés. Et c'est déjà pas mal. De payer les gens avec lesquels on travaille. De payer les gens et de bien les payer, quoi. Ouais. Donc, ça arrivera, à mon avis, avec l'évolution de 12. Bah, on espère. En tout cas, ça voudra dire que ça va dans le bon sens. Exactement. Si tu parviens à le faire. Très Exactement. Bien. Et alors, on arrive à la dernière question, un rituel de ce podcast. Est-ce que tu as des modèles dans la vie? Ouais, j'ai un modèle, c'est hyper cucu, mais c'est ma mère. Ok. J'ai une relation extraordinaire avec ma mère, on est très proches et je pense qu'une grande partie de ma personnalité, en tout cas surtout les points positifs de ma personnalité sont dus à elle. Et encore une fois, voilà, qui m'a ouverte au féminisme, à l'écologie, à l'indépendance. Je pense que ce sont des belles valeurs à avoir. Et donc, ouais, sans hésitation, ma maman. Complètement. Bah, c'est un beau modèle et ce n'est pas cucu, je te rassure. Ouais. C'est un très beau modèle. Bon, bah, tant mieux alors. Voilà. Bah, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci à Hermine d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.